Bien, bonjour. Parlons images et vidéos. Donc, c'est un domaine qui est un petit peu moins borné. Et pour ceux qui n'ont pas l'habitude de travailler avec des images et des vidéos, je voudrais rappeler qu'une image, d'abord, c'est un paquet de points en couleur à partir desquels on se demande qu'est-ce qui se passe dans l'image ou dans la vidéo. Et de notre côté, les images portent beaucoup de sémantique et ont surtout une force probante extrêmement importante. Ce qui fait que si je vous présente une image, tout le monde reconnaît qui c'est, mais si je vous demande comment vous avez fait, peu de gens seront capables de me dire pourquoi ils ont reconnu cette personne. Je pense que tout le monde l'a reconnu. Voilà. Et donc, faire des algorithmes, c'est assez difficile parce qu'on est expert, mais on ne sait pas expliquer ce qu'on fait. L'autre chose, une difficulté aussi à comprendre, c'est que dans beaucoup de vidéos, les images sont simplement illustratives ou décoratives. C'est-à-dire quand vous regardez le journal télévisé, vous avez le présentateur qui ne vous apprend pas grand-chose, et dans les reportages, vous avez énormément d'images d'archives qui ne vous apportent pas plus. Et en fait, le nombre d'images qui portent réellement du sens sont assez limités. À certains domaines, alors c'est évident que par exemple dans le sport, les images sont informatives, c'est plutôt le discours qui l'est un peu moins. Qu'est-ce qu'on a fait dans Quero ? On a essayé de détecter des éléments et de reconnaître des choses à partir d'images et de vidéos, que ce soit des personnes, des logos ou tout un tas de catégories, d'actions, d'événements. Les tâches sont beaucoup moins bien délimitées que dans le domaine du son et de la parole, par exemple, et donc on avait un spectre qui était plus large. Donc je vais essayer de parcourir un petit peu ce spectre pour vous montrer un peu ce qu'on a fait. La première chose qu'on peut vouloir faire, c'est reconnaître une image globalement et reconnaître que cette image qu'on voit quelque part, on l'a déjà vue ailleurs. Et bien entendu, la difficulté, c'est que les images, elles sont transformées, elles sont recodées, elles apparaissent dans un petit bout de choses, elles ont été camcordées, elles ont été mal transcrites. Ce qui fait que, par exemple, on a en haut un exemple où, dans un stade, on a un grand écran qui redonne une transmission d'un match, et de l'autre côté, on a la même transmission télévisée, donc d'une qualité tout à fait différente. Et la question, c'est est-ce qu'on est capable de reconnaître que ces deux choses ont en partie quelque chose en commun. On a en bas l'exemple de deux retransmission de la même séquence avec des qualités bien entendu très différentes, et la difficulté bien entendu est à partir de l'une reconnaître que c'est la même chose que l'autre. Alors ça bien entendu ça va servir à des applications en particulier de protection de la propriété intellectuelle pour en savoir qui copie quoi, mais aussi pour faire de la pige vidéo, ou c'était très utilisé aussi pour faire dans la lutte contre la pédopornographie par exemple, pour analyser les contenus de disques durs et essayer de retrouver des scènes qui sont déjà connues. Un autre défi particulièrement difficile, c'est la reconnaissance de logos. Pourquoi ? Parce que les logos, il y en a qui sont vraiment tout petits, et pourtant, les marques aimeraient bien savoir où apparaissent leurs logos et, par exemple, dans quel contexte apparaissent leurs logos, savoir si leur logo est toujours associé à un contexte positif ou à un personnage positif ou négatif. Et donc, pour ça, il faut être capable de chercher dans des images les plus variées, de savoir quels logos apparaissent où et à quoi ils sont associés. Alors, bien entendu, il y a des logos qui sont du texte. On a vu des exemples tout à l'heure. Là, on est dans des cas où les logos, c'est des choses qui sont purement graphiques et d'un graphisme éventuellement extrêmement épuré. Alors, une autre chose qui intéresse beaucoup, c'est de reconnaître non seulement un objet particulier comme un logo, mais une catégorie. Alors, la difficulté, bien entendu, c'est de définir ce que sont ces catégories. Alors, il y a des choses qui nous paraissent relativement évidentes. On va reconnaître des voitures, donc on peut dire qu'à gauche, on a des exemples, et qu'à droite, clairement, nous n'avons pas des voitures. Mais il y a tout un tas de cas où c'est beaucoup plus difficile. Cet objet est-il une voiture ? Alors, on peut dire, il a des roues, il est jaune comme l'autre. Ce qui le différencie principalement, c'est qu'il a que 3 roues et pas 4. Mais ça, vous ne le voyez pas sur l'image. Et si à l'avant, il y avait 2 petits trous couplés, est-ce que ça ferait une voiture ? Bon, alors on arrive à la difficulté que les catégories naturelles qu'on aimerait utiliser ne sont pas si naturelles que ça, et on a toujours, quand on prend des très grandes bases d'images, tout un tas de cas où les choses sont ambiguës. De même, on pourrait dire, ici, est-ce qu'on a une voiture ? Parce qu'ici, elle est un peu coupée.
Alors à partir de quel pourcentage de l'objet que vous voyez, vous pouvez conclure que vous voyez bien une voiture. Si vous voyez juste la queue d'un zèbre, est-ce que vous voyez un zèbre ou pas? Donc ça, c'est vraiment une technologie de base pour analyser les contenus d'images et savoir un petit peu ce qu'il y a. Mais il faut bien réaliser que généralement, on se les pose en termes de catégories préexistantes qui ne correspondent pas exactement à ce qu'on a dans les bases et qu'il y a une certaine difficulté à conclure exactement les bordures de concepts. Alors, dans les catégories, il y a d'autres choses qui sont très intéressantes. Par exemple, il y a eu des travaux sur la classification et la reconnaissance automatique des sports. Quand vous prenez des émissions de retransmission sportive, il y a énormément de scènes qui sont présentées. Vous pensez par exemple à ce qui se passe au moment des Jeux Olympiques, où vous avez énormément de retransmissions. Est-ce qu'on est capable automatiquement de reconnaître de quel sport il s'agit? Alors, en haut, vous avez un exemple simple. Bon, tout le monde reconnaît assez facilement un match de tennis. Le terrain est très spécifique, il y a le filet qui l'est aussi assez. Par contre, en dessous, si je vous demande quel sport est-ce, vous aurez plus de mal, en particulier à partir de certaines images. Bon, ça, c'est une image qui n'est absolument pas spécifique, ça peut être n'importe quel sport de terrain, mais même à partir de cette image-là, savoir si c'est du foot, du rugby, du football américain, du football gaélique ou je ne sais pas quel autre sport, ça va être très difficile parce qu'en fait, les seuls indices que vous avez vraiment, c'est un peu la position des joueurs, mais ça, c'est pas encore si spécifique, et les quelques marques sur le terrain qui vont vous dire quel sport vous avez vraiment. Et donc, il y a un vrai enjeu d'essayer à partir... Alors bon, si on part d'une image, c'est assez difficile. Si on a une séquence plus longue, on espère qu'on va avoir des éléments plus spécifiques comme ce genre de choses au fond qui vont nous aider. Mais c'est assez difficile finalement de reconnaître automatiquement de quel sport il s'agit, surtout que quand on regarde au niveau mondial, en fait, il y a beaucoup de sports qui se ressemblent. Et entre le rugby à 15 et le rugby à 13, je ne sais pas si ça se distingue si facilement que ça. Ah oui, on me dit il faut regarder s'ils sont transmis par Canal+. Bon, mais d'une année sur l'autre, des fois, ça change. Alors, une autre chose qui a un intérêt énorme, bien entendu, c'est la reconnaissance de personnes. Alors, reconnaissance de personnes, on pense tout de suite à des choses qui sont nominatives, mais il n'y a pas que la reconnaissance nominative qui a un intérêt dans beaucoup d'applications. Et en particulier, il y a beaucoup d'applications où on veut simplement être capable de faire un lien entre les différentes apparition dans une vidéo d'une personne sans forcément la désigner nominément. Alors en particulier, c'est forcément utile dans des applications, par exemple, de vidéosurveillance, où les gens essayent de voir s'il y a des comportements inhabituels. Ça peut être le cas dans des applications, dans des films, où on s'intéresse principalement à un personnage et on veut pouvoir suivre ce personnage simplement, ou des applications dans le sport, quand on veut suivre un joueur, ou des choses comme ça. Alors, la difficulté, c'est que à la télévision, donc là, on voit des exemples où la qualité de la vidéo est assez faible. Donc, il est bien entendu pas question de pouvoir faire de la reconnaissance de visage, d'autant que les visages, vous voyez, on les voit à peine. Mais il y a d'autres possibilités. Alors, il y a des indices locaux. Dans une vidéo, bien entendu, on peut s'intéresser à la façon dont les gens sont habillés, parce qu'ils ne changent pas forcément tant que ça. Et puis, il y a eu beaucoup de travaux faits sur les trajectoires des personnes, parce que globalement, quand il y a un grand nombre de personnes, les trajectoires, en fait, ne sont pas indépendantes. Il y a des chemins un petit peu communs. Il y a les gens interagissent quand ils marchent. Bon, il faut voir dans le métro, les mouvements ne sont pas du tout browniens et indépendants. Et du coup, il y a eu beaucoup de travaux faits sur l'utilisation des trajectoires et la détection des trajectoires pour essayer d'améliorer et de rendre plus robustes les problèmes de suivi et de reconnaissance de personnes. Donc là, vous avez des exemples où on a mis en vert ce qu'on reconnaissait et en rouge ce qu'on ne reconnaissait pas, avec des solutions initiales et des solutions auxquelles nous sommes arrivés à la fin. Alors, il y a d'autres contextes où c'est intéressant. Ici, c'est un contexte de foule. Alors, dans un contexte de foule, ce qu'on peut vouloir regarder, c'est où est passé votre enfant de 5 ans qui s'est perdu dans la foule, ou est-ce qu'il y a un mouvement de panique, où est passée telle ou telle personne, ou quel est le mouvement général de la foule.
Et donc, c'est très difficile parce que la texture de l'image, si je vous la montrais en termes de petits points colorés, c'est assez difficile de reconnaître, ou du moins, il y a beaucoup de faux positifs qui sont ici marqués en jaune. Et donc, on est arrivé, en utilisant des techniques en particulier basées sur les trajectoires, à essayer d'améliorer les résultats. Et vous avez le résultat à gauche où le nombre de faux positifs a énormément baissé. Alors, bien entendu, quand on parle de vidéo, l'image est bien sûr une source d'information tout à fait prépondérante, mais elle est loin d'être unique. Et en particulier, il y a souvent des informations d'autres canaux. En particulier, beaucoup de vidéos ont une bande-son, et bien entendu, il est intéressant d'utiliser la bande-son. Mais il y a aussi du texte, qui peut être soit du texte externe, soit du texte qui apparaît. Et comme vous l'avez vu, dans Quero, nous avions des spécialistes de reconnaissance de l'écrit dans les images et d'analyse des bandes sonores, que ce soit sur les aspects audio ou les aspects plus spécifiquement paroles. Alors bien entendu, quand on dispose d'informations complémentaires, ça va être beaucoup plus facile d'identifier les gens, parce que la reconnaissance, la détection de visage, maintenant, est à peu près standard pour des visages de face dans une résolution suffisante. L'identification des personnes est beaucoup plus difficile. Mais bien entendu, quand on part avec une reconnaissance de visage et qu'on a détecté qu'en dessous c'était marqué Michel Sapin, bon, il y a une certaine probabilité que le visage qui est juste au-dessus, ça soit le sien. Alors c'est pas toujours le cas parce que les annotations, elles sont pas mises sur les visages et il n'est pas toujours évident de faire le lien entre l'annotation qui est en bas et savoir qui est l'intervieweur, l'interviewé par exemple. Mais c'est clairement des informations que nous cherchons à utiliser avec des difficultés. C'est que, par exemple, à la télévision, en dehors de la haute définition, on était sur des images qui restaient de résolution très faible. Le texte utilise assez peu de pixels et donc il y a des difficultés quand il est transparent, qu'il y a des choses derrière. Il y a encore des difficultés pour accéder à ce texte. Et puis, bon, il y a l'audio, bien entendu, qui permet d'aider. Alors, il y a d'autres applications. Ça, c'est un travail un petit peu particulier, mais qui a essayé de faire une photo officielle d'identité, a dû s'y reprendre à 4 fois, parce qu'une fois, il souriait, une fois, il n'était pas coiffé correctement, aimerait que le photomaton vous dise « votre photo n'est pas correcte, refaites-la tout de suite », plutôt que d'aller à la préfecture, de revenir et de payer 4 fois. Et donc, là, c'est un travail où on essaye de pouvoir distinguer automatiquement ce qu'est une photo d'identité correcte ou pas, ce qui joue sur des détails relativement fins, parce que la définition parle de « il faut voir les deux oreilles, il ne faut pas sourire, il ne faut pas de bandana, il ne faut pas… » Bon, voilà. Donc il y a beaucoup d'indices relativement fins qui sont pas si faciles que ça à détecter. Par exemple, j'en sais rien, si on prend cette image-là, pourquoi est-ce qu'elle n'est pas correcte moi, je ne pourrais pas vous le dire. Alors, une autre chose qui a beaucoup d'intérêt, c'est la reconnaissance d'actions et d'événements. Alors, jusqu'à présent, on l'a beaucoup fait dans des vidéos en utilisant l'information de mouvement. Quelqu'un se lève, quelqu'un ouvre une porte, quelqu'un ferme une porte, quelqu'un s'assied. Bon, tout ça, il y avait beaucoup d'informations. Et pendant Quero, certaines équipes ont développé des techniques qui essayent de marcher à partir uniquement d'images fixes. Alors c'est beaucoup plus difficile de parler d'actions et d'événements quand vous avez juste une image fixe, parce que du coup vous avez complètement perdu l'aspect dynamique de ces actions. Pourtant, eh bien, on y arrive pour un certain nombre d'actions. On arrive à voir que quelqu'un répond au téléphone, sort d'une voiture, serre une main ou embrasse quelqu'un d'autre. Alors, la détection d'événements peut être liée aussi à des catégories. Et il y a eu un travail difficile qui a été fait, par exemple, pour essayer de détecter les scènes violentes dans les films, avec l'idée, par exemple, d'en faire un système qui permettrait à des parents, en regardant les scènes les plus violentes d'un film, de déterminer s'ils ont envie que leurs enfants le regardent ou pas. Il y a juste une petite difficulté, c'est qu'on ne sait pas bien ce que c'est qu'une scène violente. Vous avez en bas une scène d'automutilation. Quelqu'un se rase, donc a un accès, est en train voilà, avec une lame de rasoir. Alors, est-ce que c'est violent ou pas? Et dans l'autre côté, vous avez une scène qui n'est pas du tout violente parce que la personne est déjà morte, donc elle ne souffre plus, et quelqu'un essaye de lui porter secours.
Bon, alors on essaye de faire des systèmes, mais vous comprenez bien la difficulté. La première, c'est de savoir, entre les États-Unis et l'Europe, on a la même notion de violence. Je ne pense pas. Et dans les films, alors après, on peut essayer de donner des versions un peu dégradées de ce que c'est que de la violence, en disant qu'il y a de la violence physique. Mais dans beaucoup de films, on ne voit pas de violence, on voit juste le résultat, et c'est pas moins angoissant. Et d'autre part, bien entendu, une des difficultés, c'est que dans les films, il y a beaucoup de violence éventuellement psychologique qui ne se voit pas dans l'image. Cela dit, dans les images, on arrive déjà à détecter un certain nombre de situations, de violence physique ordinaire, de combat, de sang ou des choses comme ça. Alors, quand on s'intéresse à la télévision, on a un autre problème, c'est que le document télévisé, c'est un flux ininterrompu, quasiment infini. Et là-dedans, on va essayer de chercher des structures. Donc, on peut le faire de deux façons. Soit on a une idée des structures qu'on cherche, soit on va essayer de faire émerger les structures directement des données sans a priori. Et donc là, vous avez par exemple un exemple de scènes qui ont été trouvées dans des émissions comme structurantes de ces émissions sans qu'on ait donné la moindre information préalable. Donc, par exemple, le présentateur est structurant dans un journal télévisé. Donc, dernier exemple, c'est une petite démonstration accessible sur le net, texmix.irisa.fr, où on a, à partir d'un corpus télévisé, essayé de regrouper un certain nombre d'outils d'analyse, de reconnaissance d'entités nommées, de segmentation thématique, de caractérisation par des mots-clés, de liens automatiques dans la collection, des choses comme ça, qui permet de démontrer comment on peut utiliser toutes ces petites briques pour faire des choses de plus forte valeur ajoutée, parce que la reconnaissance de voiture toute seule n'est peut-être pas complètement intéressante d'un point de vue industriel. Par contre, si elle a un lien avec d'autres choses, on aura des applications bien plus intéressantes. Qu'est-ce qu'on a fait? Bon, plein de choses. On a robustifié, mais je pense que je vais passer, vous verrez ça dans les démos. Merci beaucoup. Bonsoir, donc Eric Dill de Technicolor. Je vais vous présenter le Video Watermark. Alors, désolé, c'est de l'anglais, donc c'est du tatouage. Alors, c'est un petit peu particulier par rapport à ce qu'on vous a présenté, mais ça a été fait dans Quero et on a pris beaucoup de technologies. Alors, tout juste pour que tout le monde sache ce qu'est le tatouage, pour nous, l'objectif, c'est à l'intérieur d'un signal vidéo de cacher une information de manière très, très robuste. Alors, dans le monde de la vidéo, d'où je viens chez Technicolor, on va cacher l'identité de la personne qui reçoit le contenu. Pourquoi? Si elle fait quelque chose d'illégal, par exemple, je lui donne le contenu, je dis « tu ne le mets pas sur Internet ». Si jamais le contenu filtre sur Internet, je vais pouvoir revenir. Pourquoi tu fais ça? Voilà. Donc ça, on le fait sur des contenus à très haute valeur pour éviter le piratage. Donc, comment ça se passe? On a développé une technologie très particulière qui se fait il y a 3 grosses étapes. Une première étape qu'on appelle le profileur, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est du gros calcul. Alors là, on fait ça offline et on fait énormément de calculs. On a le tatoueur, là, c'est une particularité, elle va être très très rapide, c'est-à-dire c'est là qu'on va cacher l'information à l'intérieur du signal vidéo, donc vraiment caché de manière invisible. Et on a une 3e étape qui s'appelle le détecteur. S'il y a un contenu pirate qui arrive, il nous revient, nos équipes vont pouvoir extraire l'information et on va pouvoir dire au studio c'était monsieur un tel qui a fait fuir le contenu. Alors, entre autres, on a fait énormément de choses. En partant dans le profileur, on a fait des techniques de reconnaissance d'images, de fingerprint qui nous ont permis de faire de la détection, de recaler les images et la vidéo de manière quasi automatique et on a obtenu un niveau de robustesse sur lequel je vais revenir après. Donc les caractéristiques de notre tatouage. Alors, une des grandes originalités, c'est que le tatouage se fait dans le domaine compressé, c'est-à-dire on le fait sur un flux compressé. Ce qui est très bien, c'est que le tatouage, là, c'est très peu gourmand. Traditionnellement, le tatouage, lorsque vous faites le tatouage lui-même, il vous faut des grosses puissances de calcul, de préférence des DSP. Dans notre cas, il ne faut presque pas de puissance de calcul. C'est extrêmement rapide. Le tatouage lui-même est très très rapide. Une grande originalité de notre système, je crois que nous sommes les seuls au monde, on est capable de tatouer le contenu chiffré sans avoir les clés de déchiffrement. C'est-à-dire, donc, on a un contenu qui est chiffré. Nous, on va pouvoir rajouter un tatouage unique sur la personne qui va recevoir ce contenu sans avoir déchiffré au préalable le contenu. Ça, c'est quelque chose d'important.
Alors pour nous, c'était très important d'avoir une très grande résistance à ce que j'appelle une attaque. Alors une attaque peut être involontaire, hein, c'est tout ce qui est conversion, rajouter des logos, changer les couleurs, faire du cropping, tout ce que vous faites dans du signal, du broadcast. Mais surtout pour nous, les bad guys, c'est les pirates. Et ils vous prennent des camcorders, hein, ils se mettent en face, le camcorder peut être tenu à la main, ça peut être un iPad et autres. Notre objectif à nous, c'est de récupérer l'information, même si le contenu a été camcordé, on y arrive très bien. Et puis les algorithmes qu'on a mis sont tournés vers l'avenir. Bon, on utilise le format H264, qui est donc le format actuel, MPEG 4, mais on est déjà monté au 4K, donc on est capable de tatouer actuellement du contenu en résolution 4K, donc ce qu'on fait de mieux, et on est prêt à aller vers le format HEVC, ce qu'on appelle le H265, le prochain. C'est un vrai produit, donc comme je dis, notre domaine de prédilection, c'est le traitor tracing, c'est-à-dire vraiment arriver à retrouver. Donc ça s'applique dans le monde de la post-production, de la production. Les e-screeners, c'est quelque chose qui devient très à la mode actuellement, c'est-à-dire qu'un film, au lieu de livrer un DVD pour, par exemple, je ne sais pas moi, les Césars, maintenant on va le mettre en ligne sur Internet, de manière à ce que la personne puisse l'avoir, mais on va le tatouer de manière à ce qu'on sache qui est-ce qui l'a eu. Enfin, si la personne fuit, fait fuir le contenu, on saura qui c'est. Les produits commercialisés, donc on est capable d'avoir des tatoueurs actuellement comme librairie sous du Windows, du Linux, du macOS, sur de l'iOS. Donc on tatoue en temps réel sur de l'iPad, sur des iPhones. On l'a fait dans des systèmes on chip, donc dans des petits circuits intégrés. C'est intégré dans un super DRM que nous on appelle Content Armor Seal, dans lequel on fait du tatouage visible, du tatouage audio et du tatouage invisible. Et puis, c'est utilisé par des studios américains et certaines maisons de production. Malheureusement, je ne peux pas vous dire lesquelles. Mais vu la présence de Technicolor, notre produit commence à lentement pénétrer dans le monde hollywoodien. Bien. Bonjour. Donc, moi, je suis ingénieur à l'INRIA de Grenoble. Et je vais vous parler de notre méthode de reconnaissance d'événements dans des vidéos. Donc l'objectif, c'est si on a une grande collection de vidéos, donc par exemple toute une armoire pleine de DVD, et qu'on veut retrouver un événement qui est complexe, qui est identifiable par une action ou un son et ou un objet dans la scène, etc., comme par exemple une fête d'anniversaire, cette technique va être capable de retrouver les différentes occurrences de la fête d'anniversaire dans cette collection de vidéos. Donc c'est une technique d'indexation. Pour pouvoir faire ça, et comme beaucoup de technologies qui ont été présentées auparavant, on a besoin de données d'apprentissage, c'est-à-dire que l'algorithme, il faut lui fournir auparavant d'une dizaine à idéalement une centaine de vidéos qui représentent des fêtes d'anniversaire pour le rendre capable de reconnaître cet événement. Donc la technique, comment est-ce que ça fonctionne? Ça fonctionne par une analyse multimédia de la vidéo dans laquelle on calcule des signatures numériques sur la vidéo en question par tranche qui est tronçonnée en tranches de 2 secondes. Et chacune d'entre elles, on va appliquer une classification automatique de l'événement en question. Donc, et ça, on peut le représenter sous forme d'un axe temporel sur lequel la couleur représente dans quelle mesure le petit tronçon répond fortement à l'événement en question, c'est-à-dire des couleurs froides, le bleu, ça répond pas très fort. Puis quand on va vers le vert, le jaune, le rouge, ça veut dire que ça répond plus fort. Donc on combine c'est une analyse multimédia, c'est-à-dire qu'on va combiner plusieurs canaux qu'on analyse sur cette vidéo. Donc on va avoir un canal audio, un canal de mouvement, un canal de couleur. On va faire de l'analyse de parole. Et on va combiner ces différents canaux pour trouver un score combiné sur ces petits tronçons. Donc en sortie, on va avoir, si on fait une recherche dans une base de vidéos dans laquelle il faut retrouver les vidéos qui correspondent le mieux à l'événement, on va retrouver, ça va permettre de donner un score pour chaque vidéo et donc d'ordonner les vidéos par pertinence par rapport à la requête. Et ensuite, si on a dans une vidéo donnée, en ressortant, en examinant quels sont les points où ça répond le plus fort, ça va permettre de faire un résumé automatique dans lequel seules les parties pertinentes de la vidéo seront ramenées. Voilà, donc ici, je présente quelques exemples. Donc le premier exemple, c'est de reconnaître dans une vidéo d'escalade les endroits où effectivement les gens grimpent. Et donc on voit que sur l'axe temporel, là, les endroits où ça répond le plus fort, c'est ici et ici. Et effectivement, il y a des personnes qui grimpent. Et dans les endroits où il y a des plans d'ensemble
ou qui permettent de voir l'environnement d'où a été prise la vidéo, ça répond beaucoup moins fort. Et de manière analogue, sur un événement, sur une application où on cherche à reconnaître une parade, la parade va répondre plutôt plus fort. Et à l'endroit où les personnes sont filmées de manière individuelle, ça va répondre moins fort. Donc cette technique a été évaluée dans le cadre de la compétition TrekVid, qui est une compétition organisée par le NIST, qui est qui fait partie qui est un organisme gouvernemental américain. Il s'agissait de reconnaître une trentaine d'événements différents sur 4000 heures de vidéo. Donc 4000 heures de vidéo, ça fait 5 mois, non-stop. On a obtenu les meilleurs résultats en 2012 et en 2013. Donc c'est parmi 13 compétiteurs qui étaient des académistes, des académiques et des industriels prestigieux. Et donc je pense on peut dire que c'est actuellement la méthode la plus performante qui existe. Donc on est en train d'adapter cette méthode pour faire de l'indexation d'archives vidéo institutionnelles, du type de celles qui sont générées par la BBC ou par Deutsche Welle, ou l'organisme équivalent aux Pays-Bas. Mais nous sommes intéressés par d'autres applications aussi. Okay, good afternoon. My name is Rainer Stiefelhagen. I'm from Karlsruhe Institute of Technology. And I apologize, I will speak English too. So, okay, how does this work? All right. In our research, we work mainly on computer vision and on recognizing people in video, and in particular their faces and who they are, what they do. And there are a number of applications. One of them is multimedia analysis. And in Quero, we have been working mainly on two topics. One is face analysis, to recognize people and where they look, and also in multimedia, especially recognizing people, actors in video and TV series, and also in video structuring. And I want to talk today about two modules that are now available. One is called face analysis, more in particular age and gender recognition, and the other one is person identification in movies. So I will start with the first one, which is already commercialized since a while via a spin-off. And this is a module that can detect faces in video and recognize the age and the gender of the person. So how could that be useful? So imagine you have a shop and you would like to know who your customers are, how many customers you have, how long they stay in front of a certain display, whether they are more male or female people, and what the age distribution is. You could use such this module, have a camera installed, and it can measure it for you. So you can install that software, connect the camera. It will count people. It will count how long they have looked into the camera, and analyze the age and gender of those people. And what can you do from it? You can get some shop statistics. So who are your customers? What is the age distribution? At what time during the day? You can set it up at a particular advertisement to analyze how many people have looked at the advertisement and for how long. You could even have targeted advertisement, meaning that you could adjust your advertisement to the person that is in front of the advertisement. Different advertisement for different age groups and different gender, for example. So this is something that you can license, and that is already in place in several locations. Then this is another topic. This is about person identification in movies and TV series, and let me first explain you here what it does, and then we'll switch to a movie. So here we have a TV series, it's Big Bang Theory, and what our software does, it automatically detects and tracks people and their faces in the show, and in a fully automatic way it recognizes their names, so the names of the actors in the scene. And for example, here the character's name is Sheldon,
and this is automatically recognized. And how can that be useful? Then, of course, to index movies and TV series, but it could also be very interesting in an interactive way. So, for example, you could have your customer, your user, stop a movie, click on the face of Sheldon, and then he can get additional information about the actor. What's the name of the actor? Jim Parsons. You could get links to related TV series, and a link to some social networks, etc. You could even place advertisements there. So now maybe let's switch to the movie. I need the help of the assistant back there, because somehow the movie did not work on this laptop. Yeah, now here it's coming. So here are just some shots from this series. This is, in fact, we just captured a demo that we showed at CeBIT this year. So we showed this system at CeBIT. So you can stop it, click on a face, you will get additional information. You can link it to some databases on the net, Wikipedia, IMDb, or whatever. Here, the names of people are shown. All right. And these are just some examples. We are working on more technologies here, even analyzing who is looking at whom. But this is like more on the research. There's still a lot of research that has to be done. But now this is already in a stage where we think it can be very useful for an end user. Okay, so these are just some examples with other actors. I think we can switch back to the slides. And here's just, here you see the interface. You can browse through some series and then query. This is another TV series, Buffy, and you see what the system does. So the detection of faces and people is fully automatic, as well as the recognition of actors and characters. And of course, there can be a human in the loop to do some corrections in the end, or some feedback from users to make some corrections. Okay, can we switch to the slides again? So I already mentioned some of the things that this can be useful for. We think this could be very interesting for multimedia content providers, for example, companies that streaming TV series or movies. It can be interesting during the streaming process and playback, but of course also for search and retrieval, if you're searching for specific characters or actors. Could be, for example, used on a second screen, where you have your movie running in front on the big screen and have an interface where you can click on a face and get additional information about the actors and so on. You can link to other movies and etc. So now, how could this work? Can be in the cloud, accessed by a website where you upload your video, then all the analysis is running here, automatic structuring of the videos, shot boundary detection, and so on. I don't want to go into the details. And in the end, what is interesting, the metadata is coming back to the customer via an API, and it can then be used on the TV side. And of course, this could also run on a standalone on a server. Does not have to be in the cloud. With that, I end, and I'm ready for questions. Last time. Thank you. Yeah, no, but I have a question for the last speaker, precisely on this, on his demo. Yes, I'd like to understand if you were able to do that real time, or you have some pre-processing of the video before, for having some form of machine learning before, for learning the face of the actor or something like that. Okay. Yes, but we can do it in a fully automatic way. So it's not something that would run in real time, but I think it has to be a pre-production. So if you, as a content provider, are interested in getting that metadata and providing it to your customers, I think you could upload the movie or use the software, run it, and then you will get the metadata. And
the characters' faces can be trained in, as I said, in a fully automatic way, but it can also be assisted if you just upload sample footage, images or video of the particular actor and say this is Sheldon. Then of course this speed makes the process more robust. Assume you would like to do that on, for example, a live sport event, such as you could not do this pre-processing. Is there some way to do that and recognize the players immediately in a live event? I think it could be done, yes. If we train in the models in advance, then it could be done, yes. Thank you. So just to continue on the same topic, what would be the, if we really want to make it real time, what would be the recognition degradation if we want to run it on real time? And also, could it apply on lower quality image, lower than yeah, a TV show or something on TV? Like, would it work on Google Glass, for instance? Interesting question. In fact, we are also working on different data domains like surveillance footage, where you usually have much lower resolution. In order to search for specific faces, I think this works with a much lower resolution. Problem if you want to spot particular persons, then there is always this trade-off between detection rate and false positives, and this gets harder when the resolution gets lower. This is what I can say. It gets much harder. For example, the application I mentioned in the beginning with age and gender recognition, this is something that can run on a webcam on a laptop, but also can be installed somewhere where you have like a security camera looking into the floor, and you have faces like with 30-50 pixels distance from the left to the right of the face, or even lower. So lower quality than in TV series.